Cette émission vous est proposée grâce à la somptueuse participation sur Tipeee de Carotte, Tot, Chavon et Philippe. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui est connecté ou presque. Bonsoir, bonjour, bienvenue. Je suis One A Pied et je vous accueille pour cette émission de rentrée du One A Club où nous allons parler de bande dessinée. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés le fantastique Thio qui pour une fois n'est pas enrhumé et a une voix presque douce et sereine. Bonsoir. Oula. Oui, mais je pense que d'ici la fin de la soirée, nous allons retrouver Barry doux White. et serein, quoi. Oui, c'était pas mal, c'était pas mal. C'est un peu chaud, un peu suave, tu vois, un peu de... À l'autre côté, il a accepté de revenir malgré tout ce qu'on a pu lui prêter comme parole. D'un autre côté, nous l'avions banni, mais grâce à la nouvelle année, nous avons décidé d'être bon, d'être gentil et de permettre à Tizak de revenir. Salut Tizak. Bonsoir, c'est ce qu'on appelle donc un droit de réponse, bande de petits sagouins. Oui, on verra, mais pas de splash page prévu avant je ne sais plus quand. Mais voilà. Donc, Déjà de la censure, c'est moche. Oui, on est comme ça au One A Club. Je suis le dictateur et je vous emmerde. Ouais, comme le mot le dit, le dictateur. Oui, donc dans cet épisode 146, nous allons avoir une petite online crowdfunding proposée par notre cher Thio. Puis nous allons chroniquer Otto, Les Culottés, Akira, Tebori le tome 2, Saga le tome 6, Altaïr, beaucoup de tomes parce qu'on avait un peu de retard. Les tomes 4 à 252. 8, 9, 10, 11, 12. On a le 13 et le 14 en stock encore, mais on les a pas encore lus. Donc, T'as raison, on va les garder pendant 2 ou 3 mois. Voilà. Et puis un petit express avec un Invincible 19 et un Ralph Azam 9. C'est l'express du 9. Je voudrais commencer juste par vous parler un petit peu de Tipeee. Rappelez-vous, vous pouvez, si vous souhaitez nous soutenir, donner un peu de sous sur Tipeee. Un petit euro par émission, ça nous fait toujours plaisir. Plus, si vous êtes généreux. Et pour ça, nous avons décidé d'un petit peu changer les paliers du Tipeee parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait que ça vive un petit peu... au niveau de vous, quoi. Et donc maintenant, dès tout de suite, dès que vous mettez des sous, vous pouvez voter pour la BD des tipeurs. Et dès que vous mettez 2 euros par épisode, Vous proposez la BD des tipeurs. vous proposez des tipeurs. Thio a lancé les sondages parmi nos auditeurs, nos tipeurs, et nous avons déjà eu une petite sélection de 3 choses qui ont toutes l'air bien. Alors, on triche un peu parce que comme on est aussi tipeurs, sauf Tizak, mais bon... Alors, je ferai ma petite parenthèse quand même là-dessus. Insister. Parce que voilà, à titre purement personnel, donc comme mes 2 comparses, je vais tiper. Et je dis bien je vais, parce que pour l'instant, je n'ai pas réussi, puisque mon inscription ça a bien fonctionné, j'ai bien mon compte, mais au moment de valider mon numéro de carte bancaire, qui pourtant est approvisionné, si, je vous promets, monsieur le banquier, je vous promets, je suis fonctionnaire, j'ai des sous sur mon compte, qui tombent tous les mois, pas beaucoup, mais ça tombe régulièrement. Mais t'es sûr que la petite vieille, elle t'a donné le bon code ou pas quand tu Oui, je lui ai pété les 2 genoux, elle m'a filé le bon code. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, bref, donc n'hésitez pas à insister un petit peu pour que ça puisse fonctionner si vous êtes dans le même cas de figure que moi. Donc bref, après avoir changé nos objectifs, qu'on a revu un peu à la baisse parce qu'on a essayé de faire une analyse un peu plus réaliste de nos besoins, oui, c'est vrai. Bon, adieu vos vaches cochons, le billet pour Cuba, voilà, tout ça. L'analyse très poussée, ça a été... de toute façon, on n'a que quelques croyants qui ont foi en nous. On les en remercie énormément. Donc, mais... A priori, Angoulême, tout ça, ce sera encore très très loin. Ouais, on en est loin là. Donc du coup, on s'est dit, autant qu'ils puissent faire déjà des choses, quoi. Voilà, donc sachez que nous sommes à 1 euro de pouvoir rembourser notre matériel, enfin le garder en état de fonctionnement, en gros. Hein. C'est ça, payer la femme de ménage. Voilà, ça, et notre hébergement. S'il y avait une femme de ménage. Bah si, c'est Pierrick. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on est à 1 euro que ce podcast ne nous coûte plus. Alors, la femme de ménage est à mi-temps chez elle. Oui, c'est ça. Donc, on est plus à 1 euro que le podcast ne nous coûte plus que les BD. Que les éditeurs nous envoient pas. Voilà, ce qui est pas mal. Alors, on vous dit, on est très très loin que le podcast nous paye les BD. Hein. Là, on était très loin que le podcast nous paye quoi que ce soit. Oui. Et au niveau des contreparties, donc, dès 2 euros, vous allez pouvoir proposer la bande dessinée. On a aussi réduit les autres. Vous pouvez jeter un œil sur la page tipeee.com/la voix des bulles.
Bon, bref, on a fait des choses pour que ce soit mieux, pour que vous ayez tout de suite accès Donc, franchement, au n'hésitez podcast. plus. Donc, allez, envoyez quoi. Envoyez. Et ça vous permettra de participer au vote de la BD des tipeurs. Donc pour le moment, on a lancé la sélection, on a lancé les premiers votes. La première BD des tipeurs sera chroniquée dans l'épisode 148 qui sortira le 12 février. T'as vu un peu cette précision C'est dans la le- BD tipeur de février. Voilà. Et on en fera une par mois pour démarrer. Et si vraiment on se sent motivé et que vous êtes plein, on en fera peut-être 2 par mois, une par émission, tu vois. Ça serait la classe. Un truc de ouf. Voilà. Un truc de ouf. Mais bon, il va falloir être plus, les gars. Hein. Voilà. Je dis ça. Ah, toi, tu sais motiver les J'ai rien. troupes, toi. Bon, ensuite, Bah, on peut attaquer ta rubrique. Mais mes raccourcis clavier ils marchent plus, donc c'est la C'est trop merde. bon. Non, mais c'est la première émission de la reprise, hein, c'est comme ça. Hein. je redis encore que, bon, nouvelle année, j'aurais pu avoir un vrai jingle crowdfunding. Oui, toujours. Tu sais, du style, tu vois, monnaie, c'est les pièces qui tombent et tout. Mais je vais d'abord faire celui de la BD des tipeurs parce qu'il verse vraiment de la monnaie. Vas-y, poursuis. Eh bien, donc, je vais vous parler donc de Tueur de vaches, une bande dessinée. Ça fait rêver. C'est tout autour des animaux aujourd'hui. Je sais pas si tu as remarqué dans mon. Oui, c'est vrai. Donc Tueur de vaches, donc une bande dessinée sans violence, donc chez Ulule. Donc pour 10 euros, vous pouvez avoir le T'as PDF. vérifié, ça se dit vraiment Ulule. Ouh, loulé. C'est français, monsieur. on C'est dit français, Ulule. monsieur. Donc le U, ça se prononce U, quoi. Ouais. Je sais pas. Je pense qu'il va falloir que tu fasses une recherche. Alors donc, Ouais, je pense que c'est une vraie question de fond. Cher poditeur, je vous mets au défi. Envoyez-nous des informations. Je sens que c'était vraiment très pertinent comme coupure. Vas-y, non, poursuis. non, tu vois. alors, je te rappelle, tu vois, c'est droit de réponse. C'est C'est-à-dire ça. en fait qu'il va être casse-couille toute l'émission. C'est possible. Tu vois, Mathieu me connaît bien. Qui va Alors- durer combien de temps 3 heures. Très longtemps. Moi, je m'en fous. Désolé Moi, pour vous. Je bosse pas, je suis en congé Cher parental. poditeur, prenez une bouteille d'eau et un paquet de chips, ça va durer. Faut le féliciter. Ou pas de paquet de chips. Bon, parce que alors, du coup, tueur vous de allez avoir vache. soif. Hein Donc, Tueur de vache. Donc, pour 10 euros, Tourne vous avez le micro de- PDF. Pour 20 euros, vous avez le livre et vous pouvez avoir pour 45 euros le livre dédicacé. Alors donc c'est un 48 pages donc en A4 avec donc des cases qui peuvent être encadrées aussi en bonus pour 65 euros. Oui, on doit avoir une reproduction C'est que d'une c'était case une en cadre. Reproduction en fait d'une des cases du livre. Alors le livre doit nous parler de quoi? Donc c'est un jeune architecte qui doit partir donc pour Pékin pour suivre la construction d'un pont qu'il a donc dont il a fait les plans, et ça va être une sorte de voyage initiatique et qui va donc le faire grandement évoluer. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le principe que pour chaque chapitre, pour chaque journée en fait de l'histoire, tu es une jaquette d'une chanson ou d'un album d'un groupe. La première journée donc c'est The Last Shadow Puppets. La deuxième journée c'est les White Stripes. C'est que des groupes que j'aime. J'ai les Et du albums coup, à je me chaque suis dit, tu te mets les albums, ça va être excellent. Graphiquement, donc c'est que du case par case, donc une page, une case, et ça a l'air vraiment pas mal du tout. fois. D'accord. Voilà. Donc, attends, mon raccourci clavier marche pas, donc faut que j'y aille à la main, c'est la galère et tout. Voilà. Ouais. Vas-y à la main, oui. Deuxième BD donc je voulais vous parler, donc c'est alors là donc ce ne sera que chez Sandoway pour tous les autres, je vous le dis tout de suite. Après-demain chez Sandoway, alors dans un monde qui se meurt et où l'humanité a totalement disparu, il reste un homme avec des pouvoirs un petit peu divins qui s'appelle Phileas et qui peut modifier le monde. Il peut te faire des fogs. Merci. Merci. Alors, donc, du coup, qui peut donc changer justement son Spock. univers au fur et à mesure. On est un peu dans un univers parallèle, donc au milieu du. Ah, attention, le dictateur va te couper le son. Dans un univers parallèle, donc au 19e siècle. Là aussi, donc, on est sur un format A4, 48 pages, 10 euros. Vous avez donc le PDF, le livre à 20 euros et le livre dédicacé à 30. Les planches inédites sont à 120 euros, c'est quand même un petit peu plus cher. Ça fait Ouais, un mais, gros budget. non, mais il t'envoie une planche inédite C'est qu'il a une fait planche, pour voilà. le truc, quoi. C'est la Et planche du bouquin. les dessins, ils déchirent leur maman. J'aime Et alors, voilà, c'est pas tant l'histoire, tu veux, qui m'a donné envie, mais c'est surtout le graphisme. Ça a l'air assez fouillé ton histoire. Hein. Ça fait un peu, alors tu vois, tu disais Fog tout à l'heure, je trouve que ça fait un peu un truc un peu vaporeux, mais qui, je trouve, de suite, met une ambiance à l'histoire, quoi. Oui, c'est très très sympa graphiquement. J'aime beaucoup. Avec aussi une narration qui est, voilà, des cases qui sont un peu déstructurées, des mises en page qui t'en mettent un peu plein la vue. Alors, les cadres sont assez standards, mais c'est surtout vraiment le découpage, les cadrages qui sont impressionnants, je trouve. De ce que je vois. Hein. Voilà, donc là c'est quand même, je trouve, un truc très sympa. Alors pour l'instant, il en est qu'à 3%. Bon, le financement a commencé il n'y a pas très longtemps, il demande 10 000 euros. Et vous avez jusqu'au 1er septembre 2017
Par contre, comme je vous rappelle, chez Sandoway, désormais, il ne faut pas atteindre 75% pour que la parution soit garantie. Il faut désormais que ce soit 100%. C'est beaucoup plus facile dans la tête des gens De quoi? de comprendre. Ah, 100%, ça marche. Oui, Voilà, 100% ça fonctionne. Donc voilà, il faut En mettre plus, de- c'est un projet autofinancé. Hein, donc, pour le coup, les projets autofinancés, ça a toujours été ça, il me semble. Peut-être. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est quand même, je pense, un bel ouvrage, quoi. Je vais quand même citer l'auteur, parce que du coup, sinon ce serait dommage. Alors, c'est S33B, Ça doit dire CIB. peut-être. Hein. Voilà. Et j'ai pas cité tout à l'heure pour Tueur de vaches, ce qui est quand même un peu mesquin, parce que du coup, je ne rends pas à César ce qui appartient à César. Alga. Alga. Voilà. Alors, on revient encore un petit peu donc dans nos animaux. Animal Wars, c'est bon? Non, c'est pour ça que c'est la prononciation qui convient, Tizak. Animal Wars. Animal. Ok. Animal Wars. Alors, dans l'espace, Yann, Katy, Nasser et Orson convoient donc des prisonniers vers une planète prison. Mais suite à une évasion qui tourne mal, leur vaisseau va s'écraser sur une planète inconnue où ils vont être attaqués par des autochtones. Ils découvrent alors des pratiques assez étranges, ces autochtones, en fait. Ils mangent des animaux. Et ces autochtones, ce sont des humains. Bien sûr. Voilà. C'est étrange comme pratique. C'est étrange comme pratique, ouais. Donc du coup, bah, Tout dépend de l'animal, quoi. les prisonniers et les convoyeurs vont commencer à se friter. J'ai trouvé ça péchu. Les premières planches que tu lis, je trouve, sont très drôles. C'est bien foutu, un côté cartoony un peu crayonné que j'aime bien. Mais avec des personnages qui sont de suite, je trouve, quand même très haut en couleur, quoi. Le bourrin de service est génial. Oui, non, c'est très prometteur. Donc là, du coup, c'est toujours un A4, 48 pages, 10 € le PDF, 20 € le livre, 100 € la dédicace. Et c'est chez Sandoway. Et là, il vous reste par contre que 47 jours avant la clôture. Oui, et puis en plus, la dédicace, vous avez un tir à part, Ouais. impression de la mort et tout, signé. etc. Et il reste donc que 47 jours. Donc attends, je me Décale, téléporte. ouais. Il vous reste 43 jours avant donc la fin du crowdfunding. Et ils n'en sont qu'à 45%. Mais je trouve que c'est un projet sympa. Je cherche. Tu arrives à appuyer sur ton bouton, toi Et Il est encore manchot. une fois, j'ai oublié l'auteur. Oh là là, Tu vois, je lui ai c'est laissé le temps de dire l'auteur. C'est Vincent fait exprès. Dutreuil, je suis désolé. Vincent Dutreuil, donc pour Puis dans le Animal doute, il fait Wars. le dessin, il fait le scénar, Il fait et tout. il fait la couleur, même s'il n'y a pas de couleur. Et enfin, le dernier de mes crowdfunding cette fois-ci, Liberty Deception chez donc Sandoway en projet libre, donc qui va jusqu'au 19 mars 2017. Donc on est sur une colonie, pardon, fondée donc par White. les humains il y a un peu plus de 7 siècles. Barry White est dans la place. Barry White est là. Ça y est, tu as récupéré ta voix? Non, c'est que juste j'attends que tu arrêtes de bouger sur ta chaise parce que j'entends ça fait. Ah non, c'est- c'est pas rien ça. Bon, je refais, excusez-moi. Donc, Tercillus Julius donc, voilà, est un héros d'une planète colonisée par les humains. Il est adulé par le monde entier. Et il travaille au sein du bureau d'investigation et contribue donc forcément à maintenir l'ordre dans la cité. En fait, en réalité, c'est un acteur de la propagande officielle. Et tout va bien, en fait, jusqu'au jour où forcément, il va se retrouver à passer de l'autre côté, quoi. Il va se retrouver en prison. Et à ce moment-là, en fait, il va voir un petit peu que de l'autre côté, les rebelles, toutes les personnes qu'il a sans doute essayé de museler depuis des années, peut-être avaient un petit peu la vérité en eux. La vérité est ailleurs. Quoi. La vérité est ailleurs. Donc le format ici, donc c'est un format US. On va avoir un 144 pages, C'est un beau volume, ouais. un beau volume. Voilà. Donc pour 20 €, vous avez l'exemplaire numéroté et signé. Et vous pouvez avoir des reproductions de planches et des affiches en A2 à partir de 30 €. Oui, là, c'est de la traduction, en fait, principalement. Oui, c'est de la traduction parce que c'est déjà quelque chose qui paraît aux États-Unis, pardon, c'est vrai. C'est juste une traduction parce que Liberty Deception, c'est une série qui déjà fonctionne énormément aux États-Unis, qui est passée dans les mains de plusieurs dessinateurs. Voilà. La clôture se fera en mars. 19 mars 2017. Et là, pour l'instant, ils sont à 17% de fonds levés sur les 7500 € qu'ils demandent. Et l'auteur? Alors, le créateur, je pense, c'est Kamiti, mais comme C'est il le a créateur du podcast. c'est oui. le créateur du podcast qui a repris, qui faisait Liberty Deception. Après, il y a beaucoup d'auteurs différents sur la série. C'est ça, exactement. Si tu veux, je peux en citer quelques-uns.
L'équipe d'artistes est considérablement enrichie. Ils ont rejoint l'équipe de Travis, donc on va Johanna Lafuente, Raymond Bermudez, Shen Shen ou Deon Delange. Ok. Merci à eux. Merci. Eh bien, nous pouvons commencer. C'est à C'est toi. moi, oui. C'est à toi. Tu as la parole. Tu en as été privé longtemps. Vas-y, tu peux nous parler de Otto par Marc-Antoine Mathieu. Alors, Otto, Marc-Antoine Mathieu, pour ceux qui ne connaissent pas, tant pis. Pour ceux qui, pour ceux qui connaissent, tant mieux. Donc ça va leur faire plaisir. On est toujours dans cette même veine de la BD un petit peu recherchée cérébralement. C'est pas de la BD qu'on lit comme ça en train de s'endormir dans un coin. Donc de quoi nous parle ce nouveau tome produit par Marc-Antoine Mathieu ? On a affaire à ce personnage qui s'appelle Otto, qui est un artiste connu et reconnu, Un performeur. un grand performeur qui est en train de présenter sa dernière création, à savoir lui nu dans un grand espace avec un miroir au-dessus de la tête. Il jette le miroir, il pète un câble entre guillemets, et parce il se sent pas bien. En fait, cet artiste est en quête de lui-même, en quête de son identité. Il se pose tout un tas de questions métaphysiques. Et entre réalité, faux semblant, etc., il a un petit peu du mal à s'y retrouver. Je reviens un peu en arrière. Justement, je vais faire un flashback dans le flashback. La BD commence en fait par un espèce de zoom avant sur une forme humaine. Et en fait, on se rend compte que cette forme humaine est créée par une foule de personnes qui s'est amassée et qui lèvent tous la tête vers le ciel. Et au milieu de cette foule, qui représente donc un être humain, il y a un blanc, il y a un trou, il manque quelqu'un. Très rapidement, on comprend que la personne qui manque, c'est évidemment Otto. Et donc, le propos de tout le livre, c'est de savoir pourquoi est-ce que Otto manque à l'appel dans cette réunion d'humains qui regardent et qui pointent vers le ciel. Tout le propos du livre, c'est donc Otto qui est en quête de lui-même. Et effectivement, il se trouve que ses parents décèdent, des parents dont il était assez éloigné, et qui lui ont légué pour seul héritage une maison dans laquelle il reste une malle, à l'intérieur de laquelle il a sa vie retracée de 0 à 7 ans. Sous forme de notes, de cahiers, de bandes sonores, de bandes vidéo, etc. Un énorme disque dur, plus tout un tas de fascicules à côté. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont ça ? Et donc, en fait, c'est expliqué succinctement, les parents ont accepté de faire partie d'un projet qui était financé par le gouvernement, et puis changement de gouvernement, il n'y a plus eu de financement, donc le projet s'est arrêté avec un objectif pseudo-scientifique derrière, on peut supposer, d'étudier le comportement et l'évolution des enfants. Donc, voilà. Et donc, comme il a fait partie de cette flopée de gamins étudiés à la loupe, les parents lui ont légué ce document qui, pour le coup, l'arrange bien puisqu'il est en quête de lui-même. Et donc, quand on est en quête de soi-même, on cherche à savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est un petit peu les thématiques habituelles. Et donc, c'est du pain béni pour lui dans sa quête de lui-même. Et il va le lire à rebours, en commençant par les derniers moments. Alors, voilà, tu rentres un peu dans le détail, mais c'est effectivement, au lieu de le lire de manière chronologique, comme tout un chacun presque l'aurait fait, il décide de le vivre minute par minute, instant par instant, mais en sens chronologique inverse. Et le problème, c'est qu'il lui faut une journée pour lire une journée de sa vie. Exactement. Donc en fait, Tellement il y a de données. La donnée temporelle dans le bouquin est assez importante. On voit physiquement l'évolution, pour pas dire la dégradation de notre héros. Et on sait comment ça se termine, puisqu'on sait que ça se termine par le rassemblement de la population avec un trou blanc au milieu. Et plein d'hypothèses sont possibles. Mais comme d'habitude, c'est pas tant le point d'arrivée qui est intéressant plutôt que le voyage, pour apprendre un petit peu d'où il vient, encore une fois, toutes ces questions métaphysiques. Donc, comme toujours, avec Marc-Antoine Mathieu, on a de l'image dans l'image, du cadrage dans le cadrage, des mises en abîme visuelles interminables. C'est toujours très bien réalisé, en étant principalement en noir et blanc, niveau de gris, pour l'ensemble du bouquin. Enfin, moi, je me régale tout le temps.
comme je le disais en introduction, c'est pas un livre qui se lit comme ça entre deux publicités en regardant la télé. La quatrième de couve de l'édition, alors c'est une superbe édition absolument merveilleuse. Avec jaquette, avec coffret. jaquette, coffret cartonné en sens portrait. Pour autant, le livre est en format à l'italienne à l'intérieur. Et là, donc, la quatrième de couve du coffret nous fait une citation de Spinoza. Voilà, enfin, je veux dire, ça place tout de suite le sujet. On n'est pas en train de lire du Spirou. Tu le trouves un peu méprisant vis-à-vis de Spirou, Et là. bim, dans ta face, le droit de réponse. Donc bref, comme d'habitude, avec Alors, Marc-Antoine donc ça veut dire Mathieu, que Spirou, on est dans... Spirou avait poutager sur lui aussi, quoi. Ouais, Spirou lui en veut. Spirou lui en veut personnellement. Bien sûr. Donc voilà, donc comme Il est d'habitude, russophobe, ce connard. avec Marc-Antoine Mathieu, même pour les intimes, on est donc dans de la recherche, dans de la quête, dans la réflexion, dans le creusage de ciboulots intensifs. Et c'est toujours très plaisant. Il y a plein de petites références au travail de Otto, puisqu'en fait, il travaille principalement sur la mise en miroir, la symétrie, etc. Et son prénom est lui-même un palindrome, donc une mise en miroir symétrique. Voilà, il y a plein de petites références comme ça, Oui, de tout un petits jeu clins sur d'œil. les embranchements de la vie. Voilà. Et les embranchements de la vie qui sont donc symbolisés sur la couverture par une espèce d'arbre, bien évidemment, qui reprend une forme humaine. On a à l'intérieur tout un tas de termes. Enfin, je ne vais pas vous le cacher, il y a quelques termes et quelques éléments qu'il a fallu que j'aille rechercher sur Internet, sur Wikipédia, parce que je ne connaissais pas, soit les références à un objet, soit la référence à un auteur, etc. Mais c'est bien, voilà. C'est du bouquin qui donne pas forcément de clés, mais qui donne des petits éléments pour s'enrichir, pour discuter, pour s'introspecter, et ça fait une séance de psy gratos. S'introspecter. Moi, j'ai trouvé que c'était le cul un peu entre deux chaises, ce qui est pas mal. C'est-à-dire qu'on est entre le Marc-Antoine Mathieu, expérimentateur, humoriste, avec les juste Corentin Haquefac, Ouais. et les trucs un peu plus pure expérimentation, genre Sens qu'il avait fait juste avant. Donc il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'on est déjà plus dans une histoire que dans Sens, où on cherche le sens. Donc moi, ça m'a bien plu. Après, c'est quand même assez aride. Déjà, on est sur entre 1 et 2 cases par planche, Oui, avec c'est principalement deux cases réparties ouais, symétriquement. un texte narratif dessous, pas d'onomatopée, quelque chose de vraiment très très un peu le côté c'est la voix d'Otto qui prime. C'est ça. Le travail sur l'image est superbe, il y a toujours un rapport sur de la suggestion, de la métaphore, des choses vraiment très jolies et très intéressantes. Maintenant, c'est vrai que intellectuellement, c'est très poussé, c'est très exigeant. Et je pense que ça conviendra pas à tout le monde pour ça, parce que c'est une BD qui se met pas à la portée de son public, mais qui demande à son public d'être à sa portée. Je pense. Ça reste très sympa, mais comme tu dis, si vraiment tu veux prendre du plaisir avec cette BD, faut pas que tu aies peur d'aller voir ailleurs, d'aller fouiller sur Internet, dans une encyclopédie ou n'importe où, pour en apprendre plus et pour voir tous les liens, parce que je pense qu'on passe dans cette bande dessinée-là à côté de beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de liens, d'infos, de références très pointues qui sont faites à l'intérieur et enfin, moi je suis à 100 000, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me parle. C'est des questionnements psycho qui sont assez classiques et qui sont bien traités à l'intérieur, sans pour autant donner de réponse, hein, mais qui sont bien traités, qui donnent une expérimentation du point de vue d'Otto, de façon un peu dérisoire. Je veux dire, il est mis un petit peu de façon ridicule, hein, il est présenté de façon un peu ridicule parfois par l'auteur, mais avec toujours ce désir légitime de vouloir savoir vers quoi il tend, vers qui il est finalement, et donc savoir d'où il vient. Enfin, c'est des choses qui m'intéressent, parce que justement, ça, c'est pas une réflexion qui tourne en rond toute seule, ça fait un petit peu appel à des petites références extérieures, comme tu disais, qui incitent à aller farfouiller, qui incitent à aller se documenter. Voilà, c'est un bouquin qui tire vers le haut, et c'est assez agréable de voir des choses comme ça qui sont pas tant hors de portée que ça, je trouve, justement, mais qui incite à aller farfouiller un peu vers le haut. Voilà. Donc c'est sûr que si on a envie de se poser un peu ce genre de questions, ça parle. Si on n'a pas envie, ça fera cligner des yeux, ça fera dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin, et puis passer à autre chose. Tant pis si ça correspond pas à l'attente du lecteur, il passera à autre chose. Mais c'est un bon bouquin pour ceux qui peuvent s'intéresser à ce genre de sujet. Thio ?
J'avais reproché dans les précédentes lectures de Marc-Antoine Mathieu que justement, en fait, il y avait beaucoup de formes et que ça manquait de fond. Alors là, du coup, comme tu disais, Pied, je peux pas Là, il y dire. a les deux. Là, il y a les deux. Voilà. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est dense, quoi. C'est dense je l'ai traversé. Voilà. Tu vois, j'ai lu le bouquin. Je suis passé. Ça, graphiquement, il y a un énorme travail et c'est vraiment génial de voir ce qu'il est capable de faire au niveau de la narration et, comme tu disais, de mise en abîme qui sont vraiment sublimes, quoi. Et sur des choses, moi c'est Mais ça, ça que je trouve fort, c'est que sur des choses simples, sur une simple figure géométrique, Ah oui, oui. sur un simple contraste noir-blanc, boum boum, il fait des choses quoi. Mais c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres bouquins à lui. En mieux, c'est ça que tu veux dire? Alors, je dirais Ouais. pas en mieux, mais pour moi, il s'est pas renouvelé. Première chose, quoi. J'ai l'impression que c'est. Oui, il a repris des idées qu'il a déjà fait dans d'autres bouquins avant et les a remis dans cette nouvelle histoire-là. Après, voilà, c'est son style à lui et ça, c'est total respect. Parce que, comme je te dis, en plus, c'est vraiment très bien fait et c'est vraiment super agréable à voir. Mais moi, ça m'a pas enthousiasmé plus que ça, l'histoire de Otto, quoi. Voilà, j'ai lu ça, ok, je l'ai lu, mais ça m'a pas semblé. Alors maintenant, comme je te disais, c'est vrai que déjà, j'ai quand même un meilleur a priori sur ce bouquin Otto que sur le 3 secondes ou sur Sens, qui pour moi était, c'est loubapesque, quoi. C'était vraiment la figure de Oui, on style. était dans la figure Ah de oui, style. figure de style, puis c'était très visuel. Et au encore, niveau dans 3 au niveau secondes, il y avait une narration. Mais bon, il y avait une narration dans 3 secondes, ce qui n'est pas toujours le cas effectivement. Voilà, mais enfin, là, du coup, le Otto, voilà, m'a pas enthousiasmé follement. C'est très beau, c'est très joli. Comme tu dis, voilà, je pense qu'il faut vraiment chercher quelque chose dans le bouquin c'est pour les philosophes. pour y prendre Mais beaucoup de au-delà plaisir. des philosophes, on en a déjà parlé de ce genre de choses. Hein, et il y a un petit moment de ça, pour d'autres raisons, on avait fait digresser sur la rencontre, le bon moment pour lire tel ou tel bouquin. Et à certains moments, ça te parle, à d'autres moments, ça te parle pas. Ça, c'est un bouquin qui clairement a un gros potentiel pour parler. Il faut juste que ça arrive au bon moment, à la bonne personne. Et donc, je pense que ça fait partie des... C'est comme un Doliprane, il faut toujours en avoir un sur soi, tu vois. Au cas où tu en as besoin. Bah, ça fait partie des bouquins Doliprane, entre guillemets. Ça peut être utile à un moment donné. Voilà. Après, c'est sûr que là, par exemple, tu l'as lu, ça t'a servi à rien. À d'autres moments, ça peut servir. Tout à fait. Le raccourci marche toujours pas. C'est vrai. Je vous emmerde. Oh là là, la technique, mais c'est lamentable. Mais Ouais. lamentable. C'est la rentrée, la technique pose toujours problème. Vous avez du wifi, alors faites pas chier. Les culottés de Pénélope Bagieux. Je vais péter le cidre, tiens, parce que du coup, voilà, les Là, culottes- c'est sûr, on n'est pas dans le même gabarit. Hein. Ouais. Alors les culottés... Oulala, bonjour Oula. les propos misogynes. Allez, on est parti là. est une Non. bande dessinée dont j'avais déjà parlé car ça a été prépublié sur le site du Monde. Pénélope Bagieux s'amuse à nous raconter le destin de femmes extraordinaires qui ont su aller au-delà des clichés de leur époque et ne faire que ce qu'elles voulaient jusqu'à avoir plus ou moins de problèmes et en tout cas faire des grands pas pour la reconnaissance à l'égal de la femme. L'égal de la femme. Par rapport à l'homme, oui. Je suis maladroit dans mes propos, mais vous m'aurez compris. Mais alors, en même temps, enfin, elles ont fait des très grandes choses, mais elles n'ont pas toutes été récompensées. Hein. Ah non, il y en a compris bien cher dans leur gueule. Nous avons donc là le portrait de 9 femmes, si je me souviens bien. J'ai pas 15 femmes. Oui, il y en a mis que 9 sur les Oh, on n'est couvertures. pas à 6 près. Hein. Putain, on va le brûler, lui. Ça va de... Alors, juste, je te coupe. C'était droit de réponse par rapport aux conneries que Pied et moi on avait dit. On n'est pas obligé de tracher sur tous les auteurs qu'on va Ah croiser. non, mais ensemble. là, Crash sur Pierrick, il est pas si nan après. Hein. Allez, vas-y. Donc nous avons un portrait de Clémentine Delay, une femme à barbe qui l'a assumé. Nous avons Dinga, la reine du Ndongo et du Matamba. Ça fait vraiment cliché, mais c'est assez intéressant. Margaret Hamilton, une actrice, celle qui jouait la sorcière dans Le Magicien Ouais. d'Oz. Dans les scènes ont presque toutes été Voilà. coupées sur le film. Quoi. Las Mariposas, des sœurs fallait pas les faire chier. En République dominicaine, je crois. Voilà. Joséphina von Gorkum, une amoureuse têtue. C'est un peu Oui. l'idée. Une guerrière et chamane qui s'appelait Lozène, donc une amérindienne. Annette Kellerman, une actrice sirène, etc. Delia Kelly, une exploratrice qui a fait des trucs de fou. Joséphine Baker, donc vous avez tous déjà entendu parler, danseuse et pas que. La reine de la banane. Ouais. Tove Johnson, la créatrice des Moumines. Ouais.
donc de la littérature classique super intéressante. Aniodis, une gynécologue grecque, qui a décidé que oui, bizarrement, si une femme s'occupait de gynécologie, ce serait peut-être mieux fait que si c'est les hommes qui s'en occupaient. Bizarrement, elle connaissait mieux le sujet. C'est étrange. Hein. Je trouve que Le terme androgyne, du coup, ne fonctionne pas là, mais pourtant, il pourrait s'y appliquer. donc Leima Bowie, ça doit pas être facile à penser, une travailleuse sociale, voilà. Une gardienne de phare, Georgina Reid, je vais les faire toutes parce que sinon. Christine Jorgensen, qui n'était qu'une célébrité. Voilà, c'est son rôle dans la vie. Ouais. Wu Zetian, une impératrice. Et pas si soigneuse. Et alors là, fallait pas la faire chier, l'impératrice. Franchement, fallait pas être au milieu. Bref, des portraits de femmes, tous plus sympathiques les uns que les autres. Dessinés dans un style qui marque surtout par ses couleurs. On retrouve un peu le style que Pénélope Bagieux avait dans son précédent livre, California Dreaming. Ouais. Un peu plus simplifié encore, parce que là, pour le coup, il y a une quasi-absence de décor totale. On sent que c'était fait aussi Pas de décor, pas de costume, c'était pour une une- super idée. pour un côté un peu blog, hein, donc une publication assez rapide, des cases tracées à la main, quelque chose de rapide mais efficace, qui va vraiment jouer sur la petite anecdote, le petit dessin en rapport avec le texte pour créer quand même un peu de sourire, un peu d'humour, même si les choses racontées sont pas toujours très très drôles. Parce que même être une femme, c'est pas facile, mais quand on est une femme qui fait pas ce que les hommes veulent, c'est pas facile du tout, surtout dans certaines régions et certaines époques. Bref, c'est un très beau bouquin, en plus une édition que je trouve superbe chez Gallimard. Qui est Super vraiment, classe, ouais. Enfin, c'est vraiment un beau bouquin. Il n'y avait pas de jaquette, c'était vendu Non, comme ça. c'est vendu comme ça, ouais. Putain, vraiment, j'aime beaucoup. J'adore. Voilà, moi c'est un truc, je suis tombé amoureux de la série. Et alors il y en a d'autres qui arrivent parce que la prépublication a continué. Il y aura un deuxième tome de prévu. C'est super sympa. Thio. Bah écoute, alors bon, déjà, je vais quand même dire que voilà, je l'ai acheté pour ma femme et sur les conseils de Pierrick. Donc du coup, là, je peux pas. Voilà, c'était pas une découverte de ma part. Mais quand je l'ai lu, en fait, j'ai passé un vrai bon moment. J'ai retrouvé un petit peu les anecdotes et tu sais, l'envie de curiosité que tu pouvais avoir quand je regardais Axolot de Patrick Beau. Et puis le dessin, ça colle super bien. Et puis voilà, les infos sont géniales, quoi. Je pense que l'impératrice de Chine, son programme politique, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui devraient juste y jeter un œil et se dire que putain, ça peut fonctionner, quoi. Tu verras plus tard, tu vas voir l'astronaute qui a joué dans Star Trek. Je sais pas. Oui. La femme astronaute qui a joué dans Star Trek. C'est Voilà. truc de fou. Mais bon, en tout cas, c'est vraiment une belle édition et c'est vraiment très sympa. C'est un super bouquin à offrir, à faire partager, à faire découvrir aux gens, quoi. Bel ouvrage qui en plus, même s'il y a un propos un peu revendicateur derrière, hein, mais se présente comme quelque chose qui présente des faits historiques. Si vous voulez être un peu pointu, on dirait ça manque de sources, tout ce qu'on veut, mais j'ai envie de croire ces histoires parce qu'elles sont belles, elles sont dures, elles sont bien écrites, et c'est un vrai bonheur que de dire ça. Après, voilà, si tu doutes de la personne qui te raconte une histoire, tu fais une chose, Oui. c'est que tu te sors les doigts du cul. Et puis Non, mais tu c'est vas pas un chercher- livre d'histoire. Non, mais Ça, on pourrait voir ça comme quelque chose d'historique, mais c'est pas un livre historique. non, c'est pas un livre historique. Mais à un moment donné, si quelqu'un te raconte une histoire et que tu te dis, ouais, c'est des conneries ce qu'elle raconte, bah, dans ce cas-là, tu te sors les doigts du cul, tu vas chercher l'info toi-même. Voilà. Et si bah, tu trouves d'autres sources et tu te dis, franchement, Pénélope Bagieux a raconté que de la merde, ok, bah, tu pourras lui dire. Mais a priori, sinon, bah, tu y vas et tu trouves les sources, tu te dis, ah oui, finalement, c'était ça. Voilà. Après, c'est à vous de vous faire aussi votre idée, quoi. Moi, Au niveau de l'édition, je rajouterais que pour chacun des personnages, il y a aussi un dessin en double page. Ah oui, ça qui n'était pas à la présent fin, pour le coup dans le truc du blog, qui sont superbes. Hein. Qui sont très jolis. Moi qui suis pas un grand fan des dessins de Pénélope Bagieux. Ces illustrations et des chiens. Sur ces petites illustrations de machin. Là, pour le coup, les doubles pages ont un intérêt, quoi. Bah, on voit que la bande dessinée a été faite de façon assez rapide, assez jetée, assez lâchée, pour se concentrer sur le propos plutôt que sur le graphisme. Par contre, les illustrations pleine page, on est vraiment dans l'illustration chiadée, propre, du beau boulot, quoi. Coup de cœur ou pas coup de cœur? Ah ouais. Ouais, coup de cœur aussi. Ouais, non, celui-là, tu peux le mettre, ouais.
Et un Pénélope. Il faut pas qu'il y en ait 3 des petits cœurs. Bah non, non. il faut que toutes les personnes qui l'ont lu. Ouais, c'est moche ça. Ouais, Non, c'est non, moche ça pour toi. a déjà été dit en C'est moche, 2016. Ça, Ouais, on va t'avais changer. qu'à le lire. En Il fait, fallait il me a- le il a pas eu passer. le temps, en fait. Voilà. Non, mais c'est toi qui traînes aussi. Enfin bon, de l'autre côté, vu que t'as pas lu les trucs qu'on t'a passés, Bah si, je les ai lus. funérailles, Ça on en reviendra. Et donc, dans la bonne humeur, je vais vous parler d'une republication, une nouvelle version de Akira. Oh, mais c'est une nouveauté. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, parce que donc Akira était déjà paru une première fois. 16, tout dans le genre. Voilà, je crois qu'il y a eu 3 éditions déjà de Akira, non? C'est la troisième édition. C'est la oui. troisième, Il ouais. y avait une première édition basée sur la version américaine, Américaine. en format US d'ailleurs, en couleur, sens de lecture européen, basé sur la traduction américaine. Il y a eu une deuxième édition noir et blanc, grand format, sens de lecture noir et blanc, donc sens de lecture japonais, il me semble à l'époque, mais toujours avec la traduction américaine. Et Bouddha, 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 Bouddha. Voilà, pour les hélicoptères qui faisaient Bouddha, 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 c'est le nomatopée. Et là, c'est une version basée sur la version japonaise, donc parce que la première version était traduite depuis l'américain. Donc, traduite depuis le japonais, mais on reviendra un peu sur l'adaptation, parce que je me suis amusé à comparer avec ma première édition d'Akira française. Enfin, Tout ça Et pour c'est placer la- qu'il a une première et édition. non, parce que la première vraie édition d'Akira, c'était en magazine, en kiosque, dans des petits fascicules, en noir et blanc, et celle-là, je ne l'ai pas eu. Je crois que j'en ai un qui traîne d'ailleurs de celle-là, mais bon, qu'on m'a donné après. À Bon, toi. Donc Glénat a voulu ressortir une nouvelle version d'Akira, la version finalisée entre guillemets. Donc bon, je vous présente Akira, Katsuhiro Otomo. C'était ressorti pour l'Angoulême de l'an C'était dernier. ressorti pour l'Angoulême de l'an dernier. Et là, on a une version donc que Otomo donc a validé. On a refait les onomatopées. Donc On a repris celle d'origine, surtout. en fait, Badou, badou, en fait, badou. voilà, du coup, je vais juste en fait faire le pitch que je devais faire, mais avant que Pied me prenne mon taf, quoi. Vas-y. C'est ça le truc. Tu es en train de dire qu'il te coupe gueule, la toi. parole À avant toi. même que tu aies eu le temps d'ouvrir la bouche. C'est ça. Bon, Donc on peut du même pas coup- dire qu'il t'a coupé la parole finalement. Ouais, en fait, voilà. Il te l'a pas donné. Oh, putain, c'est ça en fait. Bon, bah du coup, qu'est-ce que ça a comme intérêt Demandez à Pierrick. Demander à Pierre. Non, bah j'ai trouvé déjà que Qu'est-ce que ça raconte? graphiquement, c'était quand même beaucoup plus, je trouve, de mémoire, ça m'a semblé plus joli que ce que j'avais déjà lu avant, de la version traduite de l'américain. Bon, mais ça c'est le Au Full niveau, HD ça. au niveau des niveaux de gris, c'était quand même plus, c'est plus joliment fait, je pense. T'avais la version couleur aussi. la version qui- couleur qui bavait, qui était dégueulasse. Bah, pas tant que ça, parce que c'était les débuts de la couleur numérique, et c'était quand même sobre pour des débuts de couleur numérique, hein, parce que on a eu des trucs qui piquaient les yeux après. Mais en tout cas, voilà, Akira était une très, enfin voilà, c'était quand même un petit plaisir. Je l'ai pas relu jusqu'au bout, je Mais vous l'avoue. tu peux nous raconter de quoi ça parle, Akira? Ah, ok, bon ben on en. Parce qu'il y a des gens qui connaissent pas. Hein. C'est possible ça. Ouais. Oui, c'est possible. Putain. Il y a des gens qui ont dû croiser une moto rouge à un moment donné, Oui, mais sans savoir ce que c'était. sans Ok. savoir ce que c'était. Bon, on est en 2020, donc la Troisième Guerre mondiale a eu lieu, donc Tokyo a été détruite. On est dans le Néo-Tokyo. Et en fait, dans cette ville, on va avoir des bandes de loupards, dont la bande de Kaneda. Canada. Kaneda. Et où il y a Tetsuo. Canada, 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 Akira, Akira. Alors, ça, par contre, Akira, Akira. même si le Pardon. film avait presque, on va dire, rien à voir avec le manga, honnêtement, la bande-son, elle déchirait quand même. Oui. Donc des Et loupards. où ils vont se retrouver lors d'une sortie en moto. Tetsuo va avoir un accident parce qu'il va percuter des gamins qui sont d'un coup sur le plein milieu de l'autoroute, on ne sait pas Puis pourquoi. gamin avec une tête de vieux. Des gamins avec des têtes de vieux. Et en fait, ils vont se retrouver. Et un 28 tatoué dans la main. Attends, c'est bon. Mais putain, mais Il spoil. Et en plus, il Fais-le, dit tout quoi. et il te coupe la parole en plus. Bon, et donc du coup, ils vont se retrouver pris dans une sorte de quête mystique avec des apparitions de pouvoir suite à des expériences. Oui, puis aussi une rébellion contre la société, Et parce qu'il y a des groupes de rebelles vis-à-vis du gouvernement. Bah oui, parce qu'en fait, le Néo-Tokyo, c'est un peu. Ça fait un peu penser à un gouvernement fasciste. Ouais, surtout qu'on ne sait pas pourquoi est-ce que on ne sait pas pourquoi est-ce que l'ancienne Tokyo a explosé. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. On sait pas pourquoi la Troisième Guerre mondiale a eu lieu. Voilà, c'est un mystère. Et Je crois que c'est parce qu'il y avait un président américain qui a été élu. Non. Ah, le président était un homme Mickey, c'est d'affaires. Ouais. Mais, ouais. Et donc, oui, et puis surtout, Kaneda va rejoindre cette pseudo-rébellion parce que la première personne qu'il rencontre dedans, c'est une jeune fille, C'est vrai. et il se la ferait bien, en fait, parce que, voilà. Bon, alors, Akira, qu'est-ce que tu en penses? Bon, il y a du recul, c'est historiquement, c'est... Bah, c'était bien quand je l'ai lu, la première fois. Plusieurs années après avoir vu le film, en fait, parce que j'ai lu Akira très tard. Et c'est là après où je me suis dit, mais en fait, le film,
absolument rien à Si, voir. sur le début, c'est quand même très proche. Mais après, c'est les tomes d'après. Où... Oui, mais voilà, mais sauf qu'en 40 000. fait, tu oublies toute l'histoire, quoi, parce que... Bah, le film a été fait avant que la BD soit finie, donc il avait pas fini son Ouais, histoire. enfin bon, Oui. ouais, tu peux pas le sauver, quand même. Oui. Mais donc voilà, Akira, Ça finit de la même façon? Non, pas du tout. pas du tout. Donc du coup, J'ai pas lu la fin, moi. J'ai feuilleté. Il te manque 6 tomes, là. 5, c'est en 6 Oui. Il y aura 6 volumes chez Glénat. C'est très plaisant à lire. Je trouve que l'histoire est très sympa. C'est vraiment dynamique, quoi. Même si c'est quand même plus de... Ouais, 30 ans ouais, c'est presque 30 ans. Ça a presque 30 ans, quoi. Mais les traits sont fins. Moi, c'est un truc Voilà. qui me marque, je trouve, par rapport à des productions actuelles. Tu es sur quelque chose d'ultra fin. D'ultra Les détaillé. immeubles, les décors, la mécanique, c'est... Même les personnages, enfin les expressions faciales. On est quand même sur quelque chose où c'est fin, c'est précis, c'est détaillé, quoi. T'imagines ce connard d'Otomo quand il demande à son assistant « Oh, tu pourrais me faire un building, s'il te plaît ?» Oui, il y a 45 000 fenêtres, je veux toutes les voir et que la perspective soit respectée, s'il te plaît. Et qu'il se passe à chaque fois dans chaque fenêtre quelque chose. Oui. Enfin bon, c'est... C'est ça. Mais enfin, en même temps, il y avait plus de vitres. Il y avait que les cartes de fenêtre. Moi, Ouais. ça simplifie le boulot pour les reflets. C'est ça. En tout cas, voilà, je trouve que c'est une belle réédition, en tout cas, qui apporte quand même, je pense, quelque chose réellement par rapport à ce qu'on avait eu nous en édition française. Alors, moi, je me suis mis à comparer donc les deux éditions. Alors bon, je cache pas mon amour d'Akira, mais c'est difficile de pas aimer cette bande dessinée qui a marqué mon enfance aussi. Hein. Je devais avoir 17 ans quand j'ai commencé à lire, donc on suit ces jeunes rebelles qui sont des petits cons, parce que le héros, Kaneda, hein, est un petit con. Tetsuo qui est en recherche d'admiration, il voudrait que Kaneda l'admire, parce que tu vois, c'est le sympa, et qui se sont un peu rejetés, parce que c'est un peu le souffre-douleur du groupe, tu vois, ils sont pas méchants, mais... C'est le dernier arrivé, quoi. Voilà, c'est Pinduit, quoi. Et qui cherche cette reconnaissance-là, et ne l'a pas, et le prend très mal, surtout quand il commence à lui arriver des choses bizarres. Ça arrive pas encore là. Voilà. Désolé pour tous les private jokes que vous avez qu'à voir le film. C'est une BD très riche où il se passe beaucoup de choses, où il y a de la critique politique, tout ce qu'on veut. Maintenant, concernant l'adaptation, j'étais étonné de me rendre compte que la version américaine est vachement plus bavarde que la version asiatique. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté des cadres de texte qui n'étaient pas présents dans la BD. Donc ils ont rajouté des cadres de texte non présents dans la BD pour genre expliquer ce qui se passe dans l'image, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, on a gagné en fluidité de lecture, on a gagné par rapport à la version américaine, on a gagné en... l'impression que tu as, c'est que les Américains étaient tellement pas habitués à cette forme de narration-là, qu'ils ont dû rajouter du texte pour pas perdre les gens. Mais nous, on a pris la version américaine en traduction. Et maintenant qu'on est habitué, on peut avoir le côté brut, et en fait, c'est pas brut, c'est d'une fluidité, d'une finesse, ça roule tout seul. C'est super, et je me suis rendu compte que je feuilletais chaque truc et je retrouvais tous les moments. Je me disais, ah ouais, ça c'est la scène de baston dans le tunnel avec les motos qui volent. Là c'est le moment où il s'échappe. Là c'est la confrontation entre Kaneda et Tetsuo. Le général, putain, il est cool ce général. C'est un connard pendant tout le début de la BD, mais vous verrez dans les tomes d'après, le général, en fait, c'est pas un connard. C'est juste un gars qui a une mission. C'est un vrai militaire, quoi. Voilà. Des personnages qui sont tous riches, qui sont pas noirs ni blancs. On n'a pas du tout ce côté de méchant. On a juste un mystère. On a un mystère dangereux. On a toute la problématique de la bombe atomique. En gros, si on voulait résumer, c'est la bombe atomique est une personne. C'est un peu ça la thématique du truc. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Et quelles en sont les conséquences ? Et c'est un peu ce qu'on subit. Et on est dans cette première période qui est on découvre le truc, et vous verrez dans les tomes d'après, ça devient plus proactif, où c'est, maintenant qu'on sait, on va faire. Et ils agissent, et ils interviennent. Ça a des petites conséquences sur l'univers, mais on y reviendra quand on chroniquera les tomes qui sortiront après, qui ont un peu de retard, parce qu'apparemment, ils ont eu de la merde chez Glénat, parce qu'ils avaient les fichiers haute qualité du premier tome, et ils n'ont pas ceux des tomes suivants, parce qu'ils ont été perdus. Et donc, ils doivent tout rescanner, rendre propre, refaire nickel. Travail de fou. C'est ballot. Donc le tome 2 n'est toujours pas sorti, il est attendu. Il y a donc 6 tomes attendus en tout. Voilà. Yamagata. Bref, une excellente bande dessinée. Moi, je mettrais en coup de cœur. C'est un coup de cœur facile.
tu suis, non? Non, parce que c'est quand même, c'est trop ancien, voilà, pour dire c'est un coup de cœur, faut absolument l'acheter, quoi. Sans compter en plus que là, on leur dit, voilà, achetez le tome 1 et le tome 2, vous l'aurez peut-être un jour, quoi. Enfin, vous l'aurez Ah, mais sans si doute. tu l'as pas, il le faut, quoi. C'est quand même un pavé dans une. Ça fait quand même un rayonnage, si tu veux, sur une étagère. Il n'y a pas une couverture cartonnée qui prend toute la place, quoi. C'est vrai. Il y a juste que des pages. Ouais, et plein, et des belles. Attends, je te dis ça. Alors, il a juste 360 par tome, quoi. Ouais, t'en as pour ton argent. Je sais même pas combien ça coûte. Tiens, t'as pour ton la argent. fiche de presse au milieu, tu vas voir le prix noté dedans. Voilà. 14,95 €. Franchement, au T'en prix de as la pour page. ton argent. Ouais, pour ton argent. T'en as pour ton argent. Effectivement, la version couleur est en 13 tomes et vaut le même prix à l'unité. Donc, acheter la noir et blanc, c'est mieux. Même si le travail de Steve Oliff à la couleur était quand même assez génial pour l'époque. Je le note. Pour l'époque. Tebori! Tome 2. Tebori! Allez, ça y est, Alors. maintenant tu peux raconter la fin du tome 1, tu as le droit. Ça y est, tu peux y aller, tu peux le faire. Je ne ferai pas de pitch sur le tome 1, attaquant directement avec le tome 2, parce que j'ai déjà spoilé le tome 1, c'est plus la peine. Voilà. Donc on retrouve le vieux maître Horisei Jun, qui fait partie des grands maîtres tatoueurs du Japon, chez qui Yoshi était en apprentissage. Et il a réussi petit à petit à se forger une bonne réputation en tant que maître en tebori, donc les fameux tatouages japonais. Au bâton à l'ancienne. Au bâton, le bambou. Qu'on fait en bambou, etc. Voilà. Donc méthode traditionnelle de tatouage à la main, En fait, qui est notamment... oui, te vas-y, coupe, coupe-moi, vas-y. excuse-moi. Non mais vas-y, Enfin, Pierrick. il- Ah pardon, Mathieu. Il est juste devenu en fait l'apprenti du maître parce que le maître s'est fait péter les doigts parce qu'il voulait plus tatouer les Yakuza. Voilà, non mais il était déjà en apprentissage, mais pas- disons qu'il a basculé sur la clientèle Yakuza parce qu'il s'était fait Voilà. défoncer les mains. Le maître. Et donc effectivement, comme je viens de le dire, ces tatouages traditionnels sont très prisés par les Yakuza qui aiment bien donc tout ce côté traditionnel japonais. Du coup, les prestigieux et très dangereux clients Yakuza se précipitent dans la boutique parce que l'air de rien, le petit Yoshi, il se débrouille pas mal. Et donc, comme à chaque fois, les Yakuza s'épanchent et racontent leurs exploits vrais ou faux au tatoueur, donc en l'occurrence à Yoshi, qui doit donc s'inspirer et s'imprégner de toutes ces aventures, de tous ces faits pour tatouer et pour que tous ces événements marquants de leur vie, qui leur a permis de monter en grade au sein des Yakuza, etc., au sein de leurs familles respectives, ça a marqué, ça a jalonné leur vie et ils ont envie de s'en imprégner sur leur peau et donc le maître tatoueur doit arriver à retranscrire ça. Parallèlement à ces histoires de tatouage de Yakuza, Yoshi a également une petite amie qui a fait son apparition donc à la fin du tome 1, Dans les dernières pages. voilà, et qui donc possède le fameux même tatouage que ce qu'il a vu en apparition, machin, etc. Alors, tu peux le redire, en fait, parce que j'avais coupé tout ce que tu avais raconté là-dessus dans l'émission précédente. Donc, elle a bref. le même tatouage que... Elle a le même tatouage, mais exactement le même que un tatouage qu'il vient de réaliser, mais qu'il n'a vu nulle part, qu'il a imaginé dans sa tête, qu'il a vu en rêve, avec un animal totalement mystique, mais qui sort de nulle part, une espèce de corbeau avec des cornes et des yeux de feu, dans lesquels il y a des éclairs, enfin bref, une espèce de créature mystique. Comment ça s'appelle déjà? J'ai oublié le nom japonais. Je sais plus. Et donc, il essaye d'en savoir plus. Alors, ça devient sa petite amie. Elle lui explique qu'elle est déjà tatouée un peu partout, qu'elle fait la tournée des grands maîtres de tatoueurs. Et donc, le dernier qui lui reste, c'est donc, bien évidemment, le maître tatoueur de Yoshi, à savoir Horisei Jun. 7 en tout. Il y en a 7 en tout. Et le petit problème, c'est qu'Horisei Jun, donc, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, s'est fait un petit peu exploser les mains par des Yakuza. Donc, il n'est pas prêt de reprendre son activité de tatouage pour l'instant. Donc, ils ont conclu un pacte, cette jeune fille et Yoshi. Elle l'aide à comprendre, à savoir d'où viennent... Où est-ce qu'elle s'est fait tatouer? Où est-ce qu'elle s'est fait tatouer et pourquoi est-ce que le tatoueur lui avait tatoué ça, où est-ce qu'il l'avait vu, etc. Et lui, en retour, doit essayer de convaincre Horisei Jun de la tatouer. Donc, dans ce tome, on a un petit peu plus d'avancée quant à l'explication d'où vient cet animal mystique. On en sait un petit peu plus aussi sur les motivations de la jeune femme, parce que
Dans le tome 1, on sent qu'il y a un baleine sous caillou. On aurait juste débarqué, en fait. Ouais, mais voilà. Et dans le tome 2, en fait, on a tous ses potes, à chaque fois qu'ils se réunissent au bar, qui lui disent ouais, mais fais gaffe, une fois qu'elle, c'est une fan, une fois qu'elle a son tatouage, elle t'enverra chier, c'est une connasse et tout. C'est ça. Ils le mettent en garde et vous verrez bien ce qui arrive. Est-ce que les copains avaient raison ou pas ? Est-ce que les copains avaient raison ou pas ? Quelles étaient les motivations profondes et réelles de la jeune femme ? Et puis, donc, on a quand même dans ce deuxième tome des résolutions d'énigmes, mais aussi la mise en place d'autres énigmes. C'est à la fois un tome de conclusion sur ce qui se passait dans le tome 1 et à la fois une ouverture sur la suite de la série. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Certains événements arrivent un peu trop vite ou de manière un peu trop précipitée, je trouve, sur la fin. Et puis il y a une prise de temps, une prise de longueur sur d'autres événements, mais c'est pas forcément un mal. C'est juste qu'il y a certains raccourcis au niveau de l'action de temps en temps qui sont un petit poil dommageables. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne très bien. C'est plutôt bien rythmé. Le dessin est très rythmé, c'est très dynamique, les cadrages, les couleurs. Il y a un gros jeu d'ailleurs sur les couleurs pour les ambiances quand on est au bar, quand on est à la maison, quand on est en ambiance traditionnelle japonaise ou quand on est en ambiance moderne japonaise. Je trouve que le rendu des couleurs est bien travaillé et bien différent dans les deux cas de figure. Voilà, c'est toujours un plaisir à lire. Ça se lit très vite, très rapidement, très facilement. Et moi qui aime bien ces ambiances japonaises, je plus sois toujours. Ce qu'il faut aussi rajouter quand même, c'est qu'il y a un petit souci chez les Yakuza, c'est qu'il y a quelqu'un ou un groupe de Yakuza en fait qui est en train de descendre. Ah oui, qui est en train de descendre quand même beaucoup de Yakuza à gauche, à droite. Il y a tension chez les Yakuza qui mettent en place un gros projet. Voilà, parce que du coup, ça fait... et où il y a des tensions. Ça fait souci parce qu'entre Yakuza, ou entre guillemets, c'était à peu près une sorte de... Le pacte de non-agression, en théorie. Le pacte de non-agression, là, en fait, c'est en train de monter un peu au niveau des chevaux et ça risque de partir ensuite. Mais on ne sait pas d'où ça vient, si c'est entre familles Yakuza, s'il y a des flics qui sont mêlés, alors que normalement, les flics sont... sans dire acheter en tout cas laissent couler, ils sont pas trop regardants parce qu'ils préfèrent avoir ça plutôt qu'autre chose comme Mafia, donc Et sans spoiler, je dirais que Thio lors du premier tome a eu de bonnes intuitions. Oui, tu as eu de bonnes intuitions. Tu te souviens même pas de ton intuition du premier tome, mais tu as eu une bonne intuition, on en parlera en off. Ouais, moi j'ai trouvé ça joli, bien fait, efficace, ça tient la route, c'est cool, on a des bonnes surprises. Les petits rebondissements, rien d'exceptionnel, mais qui sont là. Voilà, le seul truc, c'est que on sent que c'est une BD qui ne tiendra la route que par sa résolution. C'est-à-dire que ça marche bien, on se laisse vachement bien prendre à la lecture. Maintenant, ça sera génial si la fin est à la hauteur de ce qu'on a lu jusqu'ici, et sinon, ça va se casser de la gueule comme de la merde. Donc j'attends le tome 3 pour être sûr que c'est bien, vraiment. Tu vois ce que je suis d'accord avec toi, mais en attendant, quand tu arrives quand même à tenir en haleine et à inciter les gens à toujours aller un peu plus loin, tome 2, puis là, tome 3, c'est que les tomes en question sont pas si mauvais que ça. Oui, effectivement. Après, comme dans certains films, la chute finale est parfois pas terrible ou pas à la hauteur des attentes. En attendant, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Il y a à la fois une enquête policière, il y a à la fois un côté mafieux, il y a un côté politique, il y a de l'argent, mais il y a aussi du traditionnel, il y a du fantastique. Voilà, il y a plein de choses qui sont entremêlées, et pour l'instant, joliment entremêlées. Ce qui est cool aussi, c'est les petits... tous les mots japonais que tu apprends au fur et à mesure sur... les trucs Yakuza, comment... Un regret, ils auraient pu les mettre dans la marge en bas plutôt que de te faire aller à la fin du tome tout le temps. Ça, le glossaire à la fin, je trouve ça d'un pathétique. Non, mais c'est surtout lourd la lecture, quoi. C'est ça. Et puis, mais il y a 10 mots dans le glossaire, quoi. Je suis d'accord avec toi, sauf que tu regarderas, il y a une concentration, je crois, sur une planche ou deux, où tu as peut-être 6 ou 7 mots qui apparaissent en l'espace d'une planche ou deux à la suite. Et franchement, tu te dis, mais les gars... Il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que là, franchement, c'est un peu lourd. C'est-à-dire que si tu connais pas le mot et que tu veux te renseigner, ça alourdit un peu la lecture, de fait de devoir retrouver la page de la fin. C'est ça. D'ailleurs, retrouve-moi le mot pour les animaux fantastiques, s'il te plaît. Les footballs. Voilà. Tu l'as 1, 2, 3. Le chichi. Non, fais voir. Ah, le chichi. Le chichi. C'est une bande dessinée marseillaise. C'est une bande dessinée le chichibre. Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui ? Chichi, pas chichibre, déjà, s'il te plaît. Voilà. Ah. Bon, enfin bon, c'est pas grave, mais je crois qu'il y est peut-être pas en fait. Oui, celui-là il y est pas, parce qu'il explique dans la BD. Pour le coup, oui, il est dans la BD. Bon, tant pis, je le chercherai dans la BD alors. Oui, il explique dans la BD. Mais je pense que c'est quand il est dans la neige avec.
le maître qui a fait le dessin. Oui, Voilà. je cherche. Bon, on va pas passer de la... On va Vas-y, passer, vas-y. on va passer à la suite peut-être. Ouais. Alors de quoi vas-tu nous parler? Je vous parlais du tome 6 de Saga. On a longtemps hésité à le mettre en express et Thio, quand il a lu en premier, m'a dit « Ah, je sais pas ». Et je l'ai lu et j'ai fait « Eh ben moi non plus, je sais pas, donc on va pas le mettre en express. » Parce que quand on sait pas, c'est qu'on se plante. Pour vous rappeler un peu l'histoire de Saga, la base est très simple. Il y a deux peuples qui se font la guerre. Il y en a, en gros, ils ont des petites ailes et il y en a, ils ont des cornes. C'est des peuples extraterrestres. Et il s'est passé quelque chose qui n'aurait pas dû se passer. Un homme et une femme de chacun des peuples sont tombés amoureux et ont eu un gosse. Ce gosse, c'est Azel. Ils se sont enfuis, ils ont déserté l'armée pour pouvoir essayer de vivre une vie tranquille. Sauf que bien sûr, ils sont pourchassés par certains des meneurs de la guerre qui sont les robots. Qui sont des personnages à tête d'écran, plus ou moins modernes l'écran en fonction de leur de leur âge et de leur puissance. Genre le roi, il a un écran plasma à la place de la tronche, un truc gigantesque. Voilà, il est vieux pourri, ils ont des cathodiques qui puent. C'est ça, en noir et blanc. Voilà. Enfin, le prince avait un vieux catholique. Oui, pourri. c'est vrai. Et pourtant, il allait Et en devenir plus roi. fondu. Oui. Mais parce qu'il avait été en partie déchu aussi. Hein. On est dans une bande Pas tout de dessinée suite. avec beaucoup de personnages qui sont tous plus grandioses et étonnants les uns que les autres. Donc on parle du prince à tête de robot qui veut avoir sa descendance et latter les méchants. De la Prince 4. Ouais, Robot Prince 4, voilà. Ou de temps en temps il y a leur pensée qui apparaît sur l'écran et c'est assez drôle. Sous forme de on a dessin. le bébé phoque humanoïde. Oula, ouais, qui est un guerrier. Qui veut pas faire chier, qui veut pas faire chier. On a le chasseur de primes qui essaye de les retrouver. Qui a une intense vie intérieure, le chasseur voilà, de primes. et qui a un chat mensonge. Ah, ça c'est top. Le chat mensonge, c'est-à-dire que quand tu parles, d'un coup, le chat te regarde, il fait mensonge si tu mens, tu vois. Donc c'est pratique d'avoir un chat mensonge. Sauf que ce qui est très drôle, c'est que le chat mensonge le dit aussi à son maître quand son maître se ment à lui-même. Donc plein de trouvailles très sympas. Dans les tomes précédents, ils avaient réussi à se planquer. La femme, Alana, avait travaillé pour un truc de télé-réalité, c'était drogué. Alors, juste pour rappel, quand même, toute l'histoire de Saga, c'est Azel qui nous raconte l'histoire Oui. de ses parents. C'est Azel qui nous raconte l'histoire de ses parents. Et C'est le bébé. à la fin du tome précédent, Azel se fait enlever. Emprisonnée. Mais personne ne sait qui elle est exactement. Voilà. Et donc on la retrouve, elle, qui est planquée Dans une sorte de prison. Voilà, oui, c'est une sorte de camp de réfugiés politiques, en gros, hein, à voir l'école, etc. Parce qu'on essaye quand même c'est un camp de réfugiés politiques plutôt cool, j'ai envie de dire, entre guillemets. Hein, c'est pas les pires trucs qu'on te montre. Qui essaye de s'en sortir, elle a grandi, elle parle, et ses parents la recherchent, et essaient de la retrouver comme ils peuvent. Ses parents mettent d'ailleurs de côté leur grief parce qu'ils étaient quand même un peu séparés, voilà, au bord de la crise de nerfs. Oui, disons qu'ils avaient beaucoup de tension à gérer. C'est ça. Et là, pour le coup, ils mettent tout ça de côté, et ils se mettent même bien de côté, tous les deux. Et tu suis donc, le testament, donc le chasseur de primes dont la sœur est morte, qui essaie de se remettre de ses blessures. Tu suis le prince robot qui a décidé de quitter la vie civile pour être tranquille, pour qu'on arrête de le faire chier depuis qu'il a perdu son fils. C'est ça. On suit les deux c'est un héros. bouquin sur la paternité, la maternité, enfin c'est sur la parentalité. Quand même, ah oui, non, mais c'est beau parce que je crois que j'ai vu la scène de retrouvailles qui m'a fait donner envie le plus de chialer du monde, je crois, tellement c'est traité avec simplicité et justesse. Et c'est, je pense, pour ça aussi que je voulais pas en faire à l'Express, parce que on a eu une grande avancée dans le récit avec Azel, la fille qui racontait l'histoire de ses parents jusqu'ici, mais qui maintenant commence à raconter sa propre histoire parce qu'elle la vit et qu'elle agit. Ouais. Et donc c'est vraiment un pas important, je trouve, dans l'avancée de la bande dessinée, avec toujours des personnages ambigus. Donc là, on a un transsexuel, on a les deux journalistes homosexuels qui partent en enquête aussi à un moment, des personnages qui étaient dans les tomes précédents. Et qui, joyeusement, mettent en place leurs plans, leurs suites, etc., tout en s'enfilant. Oui, parce que la sexualité est traitée de façon assez libre dans cette bande dessinée. Mais libre et naturelle. Mais le seul truc, moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est on discute enquête pendant qu'on s'enfile. Ouais, je crois que j'ai dit une connerie sur le fils qui était mort. En fait, oui, le prince robot 4, son fils pas mort, il a juste envie de se planquer avec son fils pour se cacher de du grand-père. Voilà, c'est ça. Du coup, oui, non, corrige-moi. Je me dis, mais il a dit une connerie. Il me semblait qu'il y a le fils est toujours vivant, quoi. Ouais, je me suis un peu emmêlé les pédales. Pour le coup, c'est un truc que j'ai lu il y a un moment. Tu t'es emmêlé les pédales, t'as raison.
Il peut pas s'en mêler les pieds. lui. Bref, c'est très riche, c'est un univers magnifique, c'est traité, voilà, pour une BD américaine, il n'y a aucun puritanisme et le sexe n'est pas gratuit. C'est ça qui est important, en fait. On nous montre des personnages nus, on nous montre des hommes nus, mais sans qu'il n'y ait aucun sous-entendu sexuel. Et je trouve que... Non, mais il y a du cul aussi, mais... Voilà, je trouve que c'est une réussite, c'est magnifique. Les dessins de Fiona Staples sont justes et superbes, et le scénario de Brian K. Vaughan est magique, quoi. Donc, Saga, le tome 6, moi j'adore. Je suis fou amoureux de cette série, j'ai hâte que le tome suivant arrive. C'est un coup de cœur en ce qui me concerne, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y Mathieu. Bah, moi, c'est toujours aussi bon. Je me suis régalé à le lire. Et après, je dirais, c'est pas un coup de cœur, quoi, mais franchement, c'est vraiment une bonne série qui se renouvelle pas trop au niveau de l'histoire, parce qu'on est toujours dans la même continuité. Il n'y a pas des rebondissements de la mort qui déchirent. Mais plein de nouvelles idées tout le temps. Il y a plein de nouvelles idées, certes, mais on est juste sur... à chaque fois, ils se retrouvent, ils se séparent, ils se retrouvent, ils se séparent. Ça fait déjà plusieurs fois même que ça le fait en 6 tomes. Mais c'est toujours aussi plaisant à lire, c'est toujours aussi, je trouve, remarquable au niveau du dessin. Une bonne série à suivre, voilà, clairement. Bah, tu vois, moi, je te rejoins complètement, Thio, puisque ce que j'avais noté, c'est qu'après 6 tomes de rebondissement où le bébé passe de main en main, on commence un petit peu à se lasser de la même recette, quoi. C'est une espèce de match de foot où on se passe le ballon, on se passe le ballon, on se passe le ballon, mais en fait, il n'y a jamais une grosse action qui fait vraiment avancer de manière sensible l'intrigue dans un sens ou dans un autre. C'est on avance dans un sens, il se passe quelque chose, alors on avance dans l'autre sens, il se passe quelque chose, mais c'est pas non plus décisif, alors on avance dans l'autre sens, il se passe un truc, mais c'est pas non plus décisif. Ça tourne un peu en rond. Alors effectivement, il y a des choses qui avancent, la grand-mère se fait emprisonner, le machin ainsi, les parents se séparent, les parents se remettent, enfin, ça avance sans avancer. Il y a des choses qui se passent, mais on n'est pas, je trouve pas qu'on avance sur une autoroute, par exemple, dans un sens. C'est on tente quelque part, ça marche pas, on tente quelque part, ça marche pas, on tente quelque part, ça marche pas. Et à chaque fois, la gamine, un coup elle est avec la grand-mère, un coup avec le robot, un coup avec le chasseur, un coup avec ci, un coup avec ça. Bon, voilà. J'aimerais bien que ça avance. Alors, dans ce tome 6, je trouve qu'effectivement, comme tu le disais, il y a un petit virage où Hazel grandit et Hazel prend un petit peu plus les choses en main. Donc, j'espère que vraiment, il va y avoir après avoir essayé de faire des manœuvres un peu dans tous les sens, que là, ça y est, la voiture va enclencher et va aller dans une direction et qu'on va avancer dans une direction. Voilà. Bon, et nous allons pouvoir avancer dans la BD suivante après avoir parlé de cette superbe BD chez Urban Indies, Saga tome 6, Fiona Staples, Brian K. Vaughan. Je ferai juste une parenthèse sur les animaux qui s'appellent donc des Tengu. Je ne l'ai pas retrouvé dans le bouquin, mais ça m'est revenu. Ah, je croyais que tu cherchais le nom du démon particulier. Non, mais les Tengu, je connaissais. Oh, mais t'es trop fort, Pierrick. Franchement, non, mais c'est très classique. Non, c'est le démon japonais, en fait. Mais oui. Justement, ils disent que c'est un démon, mais pas comme les autres. C'est pas un shirashi. Oui, il a un autre nom, quoi. Alors, le shirashi, c'est un truc que j'ai mangé la dernière fois avec les sushis. Ça n'avait rien à voir, je vous le dis franchement. Après, tu peux nous parler d'Altaïr. C'est un yakitori. Oui. Alors, on avait du retard. Hein. Enfin, j'avais du retard. Voilà, en fait, donc, je vais vous parler donc d'Altaïr, donc un manga de... Ah, je vais réussir à retrouver le nom tout de suite. Kono Kato. Kato, j'étais presque. Kotono Kato. Ah, j'étais presque. Alors, on va je vais essayer de vous chroniquer, en fait, le 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. Sans rien spoiler. On peut un petit peu. Alors, les objectifs. Parce que globalement, il se passe la même chose dans beaucoup. Mais... Non, mais sans rien spolier, spolier. Oui. Spolier. Oui, voilà, oui, je vais peut-être vous voler un truc, en fait. Parce que j'en suis déjà au tome suivant. Pied a beaucoup de retard. Et du coup, ça, j'ai rattrapé, là. Hein. Alors, j'ai plus qu'un tome de retard sur toi. Hein. Donc, Altaïr, de quoi ça nous parle? C'est l'histoire donc de Mahmoud Pacha. De Mahmoud Pacha, qui était en fait le général d'armée de la Turquie, qui a été déchu, donc ça c'est dans le premier tome, hein, et qui a décidé de partir un petit peu dans le monde entier pour découvrir et s'enrichir d'expérience pour, quand il reviendra en Turquie, redevenir général d'armée, parce que voilà, il était le plus jeune général d'armée, que maintenant il a un peu pris cher, quoi. Voilà. On est donc dans un monde, alors avec des pays qui ont des noms qui parfois nous rappellent, nous, des contrées européennes. Donc on a la Turquie, on a Venedig, qui est une cité qui ressemble à Venise, quoi.
Mais il y a aussi Phénicia qui ressemble aussi un peu à Venise, mais dans un autre côté. Puis on a Florence qui ressemble à Florence plus, mais bon. Voilà. Donc dans cet univers-là, en fait, il y a l'Empire du Baltrin. Pas des Baltringues. Je t'ai déjà entendu arriver, Tizak, je te remercie. Baltic and Ren Empire. Voilà, Baltrin. Le Baltrin, donc voilà, qui est un empire qui a une grosse visée expansionniste et qui est le côté germanique qui est un peu, du voilà, truc. qui est vraiment la nation faite pour le combat, une nation militaire. Les Baltringues des Teutons. Mais un petit souci justement de cet empire-là, c'est que quand tu prends toutes tes ressources pour booster ton armée, au bout d'un moment, en fait, si t'as pas des ressources qui viennent en plus, ton pays s'essouffle totalement de niveau économique et du coup, le Baltrin est obligé d'attaquer, d'avoir cette visée expansionniste justement pour avoir de nouvelles ressources pour continuer À s'agrandir. à s'agrandir. Et forcément, les autres pays sont pas tout à fait d'accord. Et donc, Mahmoud Pacha va réussir en fait par des plans assez machiavéliques, des trucs des manipulations de ouf. Beaucoup de jeux d'alliance, d'alliance. qu'est-ce que je peux vous apporter, qu'est-ce que vous... Il va réussir en fait à faire que le Vénédic, la Turquie, donc s'allient avec des petits pays, on va dire. Faire une sorte d'autres pays autour. Voilà, faire une sorte de petite confédération pour justement contrer donc l'avancée du Baltrin. Et finalement, ils vont même réussir à récupérer aussi des toutes petites villes Pognante, Les Olanos, Cielo, Golfo, des petites villes en fait, voilà, qui au départ étaient toutes totalement indépendantes, ne faisaient partie d'aucun royaume, mais qui petit à petit, on va dire, vont se rallier à la confédération de Mahmoud Pacha. Et voilà ce que nous raconte en fait Altaïr, c'est vraiment une sorte de lutte géopolitique, une lutte armée, des batailles. Tout ça en ayant à chaque fois des décors de ouf. Quand on va dans plusieurs villes, c'est des trucs que je trouve qui sont Les vêtements, hallucinants. les fringues. T'as les décors, t'as les fringues, tout est au niveau du dessin est vraiment génial. Ah oui, c'est beau. Et au niveau du scénario, voilà, des fois il faut suivre quoi. On a un graphisme qui fait très shoujo, tu sais, des traits un peu féminins, des traits un peu doux, etc. Et une histoire qui ne l'est pas du tout. Je parle dans les clichés, hein, je veux pas juger le shoujo, etc. Parce que tu peux lire certains trucs de Rumiko Takahashi, genre Maison Ikoku, qui n'ont pas un style dans ce genre-là. Mais vraiment des trucs très fins, très, très subtils. Alors globalement, dans chaque tome, on a à peu près les mêmes intrigues. C'est Mahmoud arrive dans un bled, veut faire une alliance, ça marche pas, il doit remplir une épreuve pour réussir à convaincre les gens, réussit à les convaincre et va dans le suivant. Donc c'est vrai que arrivé au tome 11, on commence à être un peu lassé parce que c'est un peu toujours la même recette, j'ai envie de dire. Ils ont prévu d'en faire un dessin animé de ce truc ou... Parce que pour le coup, de ce que tu en dis là, ça fait un peu la recette d'une série télé entre guillemets. Hein. Ah oui, non, et puis alors, ça doit être dur au niveau narration, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de dialogue et il y a un peu d'action. Par exemple, là, il y a une scène de bataille. En gros, ils veulent embaucher des mercenaires, et les mercenaires leur disent en gros, très bien, vous voulez nous embaucher, on va faire une petite simulation de bataille pour voir ce que ça donne. Et la simulation de bataille, c'est que vous devez réussir à faire ça, que personne n'a réussi à faire depuis Perpète. Quelle stratégie allez-vous utiliser? Et là, tu vois vraiment les réflexions stratégiques, sachant qu'en gros, ils leur refilent des troupes de mercenaires qui viennent d'embaucher de seconde main, tu vois. Parce que là, en fait, on se retrouve grosso modo sur un plateau de Warhammer. Ouais. T'as le plateau, tu mets tes troupes et tout, c'est génial. Voilà. Eux, ils ont raté leur jet, ils vont fuir. Eux, faut les motiver pour leur faire continuer. Et des stratégies, voilà. Tu vas voir la politique, tu vas voir la stratégie sur les combats qui est vraiment intéressante et qui leur permet d'avoir des coups d'éclat, des trucs, des surprises auxquelles tu t'attendais pas, voilà. Et c'est vrai que j'ai envie de dire globalement jusqu'ici c'était presque trop facile, mais enfin là sur le tome, donc on est au 12, ils commencent à avoir les adversaires qui commencent à battre un peu leurs cartes et ça devient un peu difficile, j'ai envie de dire. Disons que pour l'instant en fait on voyait surtout Mahmoud essayer de faire la confédération, c'est-à-dire de réunir tous les petits pays et toutes les petites villes pour contrer le gigantesque empire du Baltrin où tout le monde est honnête, c'est la meilleure armée du monde. Donc ils se disent que s'ils ne s'allient pas, de toute façon ils vont tous se faire écraser. Sachant que ils ont tous des stratégies différentes. En plus, le Baltrin a chopé, en gros, il y a deux peuples qui tiennent la mer, c'est l'Isolano et Vénédic. Ouais. Sauf que Vénédic, c'est surtout des marchands et des commerçants, etc. Et que l'Isolano, ils sont appelés les enfants du dieu des mers, tu vois. C'est des marins de la mort. Il y a d'ailleurs un dessin superbe où il explique que les Isolano ne voient pas le monde comme nous, où tu as un dessin pleine page
avec des découpes où tu vois comme en négatif et où là où tu voyais un nuage, tu vois le vent qui souffle sur le côté négatif. Enfin, le dessin, je l'avais trouvé génial, celui-là. C'est bourré de trouvailles graphiques en plus, voilà, pour nous rendre les histoires claires, parce que c'est pas facile à raconter. Et autant quand tu regardes un truc comme Game of Thrones, parce qu'on peut se rapprocher au niveau des stratégies, des trucs de bataille, etc. Une fois que tu as vu l'épisode, la stratégie et ce qui s'est passé, t'as un peu zappé parce que c'était un peu compliqué. Là, il arrive à nous faire des schémas, des dessins, des explications qui sont claires et où tu te souviens comment ils ont réussi à faire les trucs après, parce que la narration est d'une très grande clarté. Voilà. Un petit côté JDR, quoi. Stratégie plus que Oui, jeu de stratégie. combat, ouais. Ouais, mais disons que tu tiens un petit peu tout, mais c'est vrai que moi, voilà, j'ai jamais été fan de manga, mais c'est vraiment une série que je lis avec un grand plaisir, quoi. Mais par contre, voilà, faut prendre le temps de la lire et de la digérer, parce que, comme je disais, des fois, c'est ouf. Alors attends, comment il fait là? C'est quoi le truc? Et encore, il arrive à chaque chapitre à limiter les personnages, il fait pas trop revenir les personnages de sortie du néant, enfin Alors, le seul souci que j'ai, c'est quand il fait revenir un personnage d'une ville précédente. Oui, c'est ça. Parce que celui-là, je mets du temps à le retrouver quand même. Voilà, même s'il y en a certains que tu repères un peu, parce que là, en gros, tu suis tout le trajet qu'il va faire des montagnes jusqu'au sud, et donc tu vois qu'il est en train de partir des endroits où il fait très très froid jusqu'aux endroits où il fait bon vivre. Voilà. Une excellente série. Coup de cœur, pas coup de cœur? Non, c'est à poursuivre, voilà, mais c'est vraiment, c'est à vraiment. poursuivre. Voilà, faudra voir comment ça finit. Si ça finit un jour. On espère. Express. Alors, un petit express sur Invincible, tome 19. Et oui, déjà 19. Allez. Je disais tout à l'heure que ça prenait un petit peu de place sur les étagères. Il y a certains bouquins ou certaines séries, en tout cas, qui en prennent beaucoup. Donc, toujours Robert Kirkman au scénario et Ryan Otley au dessin. Rien de neuf de ce point de vue-là. Alors, En une phrase, dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, il s'est passé un milliard de trucs. Notre héros, c'est toujours Mark Grayson, alias Invincible, d'où le titre du comics. Retrouve une vie un petit peu plus calme. Voilà, après beaucoup de choses mouvementées, ses pouvoirs sont revenus parce que bon, il avait perdu ses pouvoirs en partie. Ses parents sont de nouveau ensemble, ils vivent dans la station orbitale. Est-ce que son père avait dû s'échapper parce que c'était devenu le gros vilain de la mort du monde? Voilà. Mais parce que c'était le peuple qui avait infiltré les Viltrumites qui avaient infiltré la Terre pour en prendre le contrôle, mais lui, il avait dû repentir car il était tombé amoureux. Voilà. Il a retrouvé sa chérie, Eve, alias Atom Eve, qui, du coup, est enceinte, on le sait, hein, dans l'épisode précédent, et qui donc, tant qu'elle est enceinte, est interdite d'utiliser ses pouvoirs. Il vaut mieux éviter, en tout cas, pour sa grossesse. Mais justement, est-ce que tout ne va pas un peu trop bien dans cette petite vie paisible? Pour un super-héros, il ne faut pas que ça aille bien. Sinon, on n'est pas dans un bouquin de super-héros. Il faut qu'il leur arrive des merdes, il faut qu'il y ait du fight. Surtout que dans Invincible, il y en a tout le temps. Hein. Eh oui, et puis là, généralement, il va pas avec le dos de la cuillère. Et ben justement, la menace Viltrumite, elle, semble écartée, puisqu'il a réussi à calmer un petit peu le jeu auprès de l'ancien dirigeant Viltrumite. Il l'a battu, il lui a mis une roustasse, et pour autant, il l'a épargné. Ce qui est un petit peu nouveau chez les Viltrumites, donc il va falloir voir si effectivement, le peuple Viltrumite arrive à digérer cette façon de fonctionner, parce que l'objectif d'Invincible, c'est quand même d'arriver à les faire changer de leur mentalité. Parce que c'est un peuple conquérant. C'est un peuple de conquérants, barbares, ultra performants. Fan de Queen. Et d'un autre côté, bien justement, le retour d'Invincible ne passe pas inaperçu, puisque la plupart des médias télé diffusent allègrement sur lui ses interventions, ses sauvetages divers et variés, puisqu'il est toujours chapeauté par la fameuse petite entreprise d'État en sous-main. Et bien justement, un certain Angstrom-Levy revient encore. Matou revient, tu vois, pour la 253e fois, le Angstrom-Levy, qui est un gars avec un cerveau surdimensionné, un black, qui avait des doubles dans tous les sens, et qui donc tombe sur le retour d'Invincible, et donc il a largement eu le temps de préparer sa vengeance, et donc il envoie Invincible faire de nouvelles aventures. Je n'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie de trop. Alors Angstrom-Levy, ça c'est les dimensions parallèles. Ce sont les dimensions parallèles, et donc c'était les Angstrom-Levy. D'accord. Et bon voilà. Du coup, Invincible va se retrouver confronté à des choses vraiment très compliquées, même pour lui. Très bien. Toujours à lire, toujours aussi sympathique. Toujours à lire.
Disons que c'est un peu des tomes de transition là parce qu'on n'est plus dans un fil narratif avec une histoire qui se suit. Il s'est passé des choses. On est dans une situation qui est celle-là. Voilà, les parents Petite sont situation de machin. transition, quoi. Petite situation de transition. On va voir où ça nous amène parce que là, il peut y avoir plein de rebondissements. Est-ce que la guerre Viltrumite Est-ce a que eu les lieu? Viltrumites vont revenir? Est-ce que le père va devoir réintervenir? Est-ce que Atom Eve va accoucher, pas accoucher, machin? Son demi-petit frère, machin? Est-ce que le reste de sa famille va intervenir? On n'en sait rien. Sachant que Robert Kirkman a prévu de finir la série un jour ou l'autre. Hein. Apparemment, ça y est, il sait comment il veut finir la série. Ah, s'il sait, est-ce que ce sera en 20 tomes ou en 34? Ça laisse une marge de manœuvre. Le tome 9 de Ralph Azam. Ralph Azam est devenu le dirigeant du pays où il vivait. Donc on est dans un monde un peu particulier où certaines personnes naissent avec un don. Ils sont bleus, en fait. Ils ont des pouvoirs. Ralph Azam en a un. Et il y a... et donc, toutes ces personnes-là sont recueillies, etc. Et lui, son pouvoir, c'est qu'il peut faire parler des esprits autour de toi, des gens que tu as tués, pour qu'ils te tuent. Bref, il a réussi à avoir des objets de pouvoir dans tous les sens. Et il essaie de diriger comme il peut tranquillement, mais c'est pas facile, parce que quand tu diriges, tu peux pas rendre tout le monde heureux. Surtout que il y a toujours le grand méchant qui est emprisonné et qui pourrait un peu essayer de revenir et avoir des plans dans tous les sens. Et Ralph Azam, va essayer de gérer un peu tous ces problèmes politiques, toujours en partant à l'aventure, parce qu'il n'a pas envie de se faire chier chez lui. Et il essaie de trouver à un moment donné un moment tranquille avec sa copine, et ça foire. Bref. C'est le héros de la loose. Ouais, non, c'est le héros de la loose, mais toujours avec des dialogues super sympas, des dessins assez cool de Lewis Trondheim. Moi, je m'amuse beaucoup à suivre cette série, même si j'avoue que c'est de la pure série popcorn. Je la lis, le tome est aussitôt oublié. D'ailleurs, je pense que j'ai dit quelques conneries dans mon résumé tellement c'est un peu flou dans ma tête. Mais comme j'étais pas dans la pièce, je peux pas dire. Voilà. Bref, moi j'aime bien. Ça se lit tout seul. C'est vraiment un petit plaisir sans conséquence que je recommande si vous cherchez une petite série de fantasy. Voilà, popcorn, pas prise de tête. Petite série. Oui, on en est au tome 9. Ça commence à devenir une grosse série quand même. Ouais. Bah oui, il y a presque plus de... Lewis Trondheim a fait plus de tomes de cette série-là que Donjon, qui devait en compter 100. Oui. Voilà. Voilà, je crois qu'on a... on est arrivé au On a bout. tout dit pour aujourd'hui. Super, et on a à peine dépassé le timing d'une quinzaine de minutes. On est bon. Non, j'ai pas été trop méchant. Non, c'est qu'il y a eu vraiment des discussions. Eh bien, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. On reprend un rythme un peu normal. On a déjà fait notre programme pour le semestre à venir. Je pense qu'on s'y tient un peu. L'autre événement sera, comme tous les ans, le Festival des Calanques et des Bulles. Si vous pouvez y faire un tour, on sera ravis de vous voir. Qui sera de retour à Lumini, dans les Calanques, dans les vraiment. Calanques, et avec, dans l'école de commerce, parce qu'on n'est pas réellement dans l'école. Ouais, mais on est à toujours, deux pas. toujours plus que quand on était au Vieux-Port. Quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc on a hâte d'en savoir plus sur cette édition qui pour le moment est pleine de surprises, même pour nous, et peut-être même pour les organisateurs, je pense. Donc merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site, sur Facebook, sur Twitter, ou à mettre des étoiles sur iTunes, et surtout, n'hésitez pas à mettre un peu des sous dans notre Tipeee, car ça nous met plein de joie, de bonheur, et ça nous permet d'améliorer la qualité de notre matériel. Surtout, c'est que si vous mettez des sous, vous pourrez même nous proposer de dire tiens, cette BD-là me tente pas mal, je vais peut-être leur faire tester avant. Ils vont la lire pour moi. Il faut même faire un truc de fou comme Philippe qui, lui, a donné 10 € d'un coup. Il a arrêté de donner juste 10 € d'un coup pour dire vous allez lire ça. Et il va nous pousser à lire quelque chose. Voilà. Il va nous forcer à lire un truc, on ne sait pas quoi encore mais on va le lire. Il y réfléchit. Voilà, j'espère qu'il ne va pas nous faire continuer l'ère des cristaux. Non, c'était Todd. Ça serait moche, ça. Ouais, mais Todd l'a proposé. Il a dit peut-être que je vous demandais la suite de l'ère des cristaux. Voilà. Et s'il fait ça, tu seras obligé de le lire, Thierry. Donc, car on est obligé de lire la BD des tipeurs. Eh oui, ça c'est obligatoire. Je ferai comme ta femme, je simulerai. Oui. Oh, c'est moche. C'était bas, c'était petit, c'était naze. Je sens la vengeance mesquine. Et ne crie pas. Alors, éloigne ta bouche du micro quand tu cries, s'il te plaît. Fais comme un vrai chanteur professionnel. Éloigne ta bouche de tes dents. Voilà. Donc maintenant, ta gueule. Au revoir. Merci à tous. C'était un vrai plaisir de faire cette émission. On est reparti en 2017 dans une bonne ambiance. Ouais, une bonne ambiance de dictature totale. On vous souhaite une bonne année. Merci, bye. Ciao, ciao. Meilleurs vieux à vous.
Voilà. On a un Attention. jingle pour Tébori.